tranchés, des propos divergents. Pour s'informer tout en divertissement. Savoir et comprendre, Yasmine Abdel-Fadel. Un an après le procès pour agression sexuelle d'Harold Lebel, 2 hommes sont accusés d'avoir divulgué l'identité de la victime que l'on connaît maintenant, Catherine Fournier, qui était protégée par une ordonnance de non-publication. Ces accusations qui ont été déposées représentent une première historique dans la justice québécoise. On en parle avec Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Bonjour, Madame Fournier. Oui, bonjour. Un an après que vous ayez finalement reçu le verdict reconnaissant Harold Lebel coupable d'agression sexuelle, on parle finalement de ceux qui ont défié cette ordonnance de non-publication qui était prononcée par un juge. Ça demande du courage déjà de dénoncer une agression sexuelle. À quel point ça demande du courage de continuer alors que notre identité est publique? Ouf! En fait, moi, justement, aujourd'hui, je me trouve devant toi pour en parler, mais il faut savoir que lorsque j'ai porté plainte à la base, c'était en fait la garantie que mon identité serait protégée qui m'avait convaincue de porter plainte. Parce qu'à l'époque, on était en 2020, j'étais pas certaine justement de vouloir aller de l'avant avec le processus judiciaire. J'avais peur qu'il puisse avoir des répercussions sur ma vie professionnelle, sur ma vie personnelle. Je voulais tenir également mes proches à l'écart de ça. Littéralement, je voulais pas faire de la peine à ceux qui m'entouraient. Je trouvais ça déjà assez difficile de vivre ça. Je voulais pas l'imposer à des gens qui me sont chers, comme mes parents, par exemple. Ah oui? Donc, bref, moi, c'est avec cette information-là que j'ai finalement choisi de porter plainte. On m'avait donné de nombreuses garanties parce qu'il y a un article dans le Code criminel qui prévoit justement qu'on puisse automatiquement obtenir une ordonnance lorsqu'on la demande. La mienne avait même été faite là avant l'arrestation de l'accusé, ce qui était une procédure assez inhabituelle. Mais bref, donc on m'a donné toutes les garanties et finalement cette ordonnance-là a tenu à peu près 1 heure avant qu'on commence à dévoiler certains détails qui permettent de m'identifier parce que c'est important de le mentionner. Ce n'est pas seulement le nom de la personne qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de donner son occupation professionnelle. On n'a pas le droit de donner des détails relatifs à son âge ou à où elle habite, par exemple. Donc, c'est vraiment tout ça qui fait partie de l'ordonnance de non-publication. Donc, malheureusement, moi, j'ai à ce moment-là été embarquée dans une espèce de tourbillon, de spirale où finalement, il y a plusieurs informations qui permettaient de m'identifier. Mon nom a même circulé dans les médias. Bref, je vous passe toute cette mésaventure parce qu'honnêtement, ça a été extrêmement traumatisant pour moi à ce moment-là. Là. Moi, je l'ai dit, il y a le moment de l'agression qui est un traumatisme pour moi, mais il y a vraiment ce moment-là. Et plusieurs années plus tard, j'ai choisi, compte tenu de ce que j'ai vécu, d'utiliser, de tourner ces événements-là en quelque chose de plus positif. Puis c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui puis que je l'ai fait dans le cadre d'un documentaire là, qui est justement disponible sur la plateforme Vrai depuis le mois d'avril dernier. Mais il faut prendre acte des conséquences et des répercussions énormes que ça peut avoir sur la vie d'une personne victime de ne pas respecter une ordonnance de non-publication. C'est un droit qui est important. Et donc, aujourd'hui, je pense que la décision du DPCP s'envoie un signal fort pour la protection des personnes victimes. Mais parlons-en de la compréhension de ce que c'est une ordonnance de non-publication. J'ai l'impression qu'on manque de littératie juridique ou judiciaire au Québec et on ne comprend pas nécessairement ce que ça importe, ce que ça représente et c'est quoi les conséquences liées au fait de contrevenir à une ordonnance de non-publication. Votre identité a été dévoilée, notamment, il y a des personnes qui ont parlé directement de vous, avec votre nom, vous identifiez. Il y a d'autres personnes qui ont donné assez d'informations que ça aurait été difficile de ne pas vous reconnaître à travers ces descriptions-là. Mais ça aurait été impossible pour le DPCP de poursuivre toutes ces personnes qui ont contribué à vous dévoiler finalement et dévoiler votre identité devant le public. Parce que là, c'est 2 personnes, mais je sais que c'est plus que 2 personnes qui ont contribué à lever le voile. Effectivement, c'est pas quelque chose de simple pour le DPCP, il faut le reconnaître. Mais peut-être 2 choses là-dedans. D'abord, j'espère en fait que ça puisse encourager le DPCP à mieux communiquer les ordonnances de non-publication. Nul n'est tenu d'ignorer la loi, comme on dit, mais je pense qu'il faut quand même s'en assurer parce que, comme tu le mentionnes très bien, il y a peut-être un manque de littératie juridique, puis c'est normal, hein, on consulte pas nécessairement le code criminel à tous les jours. Donc, moi, je pense que c'est la responsabilité aussi
du DPCP de bien communiquer l'information. Dans mon cas, lorsque justement l'agresseur a été arrêté, j'ai demandé, moi, à ce qu'il puisse y avoir un communiqué de presse, par exemple, le matin même, qui vienne avant l'arrestation pour venir préciser les ordonnances qui étaient en vigueur. Malheureusement, ça n'a pas été fait, ce qui a, à mon avis, contribué à la spirale là, qui a par la suite été déclenchée par l'arrestation. Donc, de venir prévenir en amont, je pense que ça empêche justement l'information de circuler, puis ça aurait empêché justement ces individus de commettre l'acte criminel, en fait, qui est de ne pas respecter l'ordonnance de non-publication sur les réseaux sociaux. Et il y a un autre volet à tout ça, c'est également que cette infraction-là a un délai de prescription. Qu'est-ce que ça veut dire, un délai de prescription? C'est que c'est un délai maximal au-delà duquel le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, ne peut pas porter d'accusation. Puis dans ce cas-ci, c'est seulement 1 an. Et quand on sait justement à quel point ça peut être difficile de collaborer avec les géants du web pour avoir justement accès à certains renseignements. Puis je sais que ça a été le cas là, dans les enquêtes en cours. Là, il était minuit moins 1. Vous l'avez mentionné d'entrée de jeu. Ça fait 1 an cette semaine que le verdict a été prononcé dans cette cause-là. Et donc, les délais étaient extrêmement serrés, puis ils ont failli potentiellement même l'échapper, j'imagine, parce que justement, il y a eu des délais importants. Donc, le délai de prescription devrait être assoupli conséquemment à cette réalité-là des réseaux sociaux. Comment vous avez réagi sur le moment? Vous avez parlé d'1 heure à peu près entre le moment où les accusations ont été déposées, le moment où l'arrestation a eu lieu et le moment où on a connu votre identité. Dans les minutes là, que vous avez appris que votre identité est désormais publique, on vous a identifié, comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans vos souliers? Pour être bien franche et honnête, j'étais vraiment dévastée. J'avais la difficulté à comprendre ce qui se passait. Mais vous y attendez pas que je l'ai déjà Non, on m'avait tellement assuré que ça se passerait pas comme ça. Puis justement, la question tantôt, j'ai mentionné là, du communiqué de presse, ça devait être fait, mais la veille, on m'a informé que finalement, ils avaient changé d'idée puis qu'il n'y en aurait pas. Puis ça, d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai commencé à être encore plus craintive. On se rappelle, au départ, j'étais craintive, tout le monde m'a rassurée, on a fait des ordonnances à l'avance. Bref, ça avait l'air vraiment blindé. Mais là, la veille, j'ai commencé à avoir des doutes justement quand ils m'ont dit que la procédure pour les communications allait changer. Moi-même, je gravite autour du monde des médias en étant une élue, puis je sais un peu comment ça fonctionne, assez pour que justement j'ai eu des craintes sérieuses et des craintes qui se sont malheureusement confirmées le lendemain. Mais on tentait quand même de me rassurer. Mais manifestement, l'histoire m'a montré que finalement, j'ai eu raison. Puis j'espère que le fait que j'ai pris la parole, que je continue de faire aujourd'hui, ça contribue à sensibiliser justement les autorités, que ce soit les autorités policières, le DPCP, à justement prévenir ce genre de situation-là. Parce que oui, pour ma part, c'est sûr que c'est une cause qui est médiatisée, étant donné mon occupation professionnelle, l'occupation professionnelle également de la personne qui avait été arrêtée, qui a été accusée et reconnue coupable par ailleurs. Mais il y a des cas qui sont pas nécessairement médiatisés comme ça, mais où l'ordonnance, elle est quand même fondamentale. C'est pas parce que c'est un cas médiatisé qu'il y a une ordonnance de non-publication. Non. Toutes les personnes victimes peuvent y avoir recours. Ouais. C'est vraiment souvent, en fait, ce qui va être déterminant dans le choix de porter plainte. Selon les intervenants du CAVAC, ça revient de façon très, très fréquente dans le témoignage des personnes victimes. Puis ça peut être parce qu'on est dans un milieu professionnel où on veut justement pas que ça s'ébruite. On vit dans une petite communauté, on n'a pas envie non plus d'être exposé à ça pour de multiples facteurs, notamment justement protéger ses proches. Mais en définitive, c'est une décision qui revient à la personne victime. C'est pas à quiconque d'autre d'intervenir puis de forcer un choix. Moi, aujourd'hui, je prends la parole. Peut-être que je l'aurais fait, je le sais pas. Je suis des années plus tard, puis aujourd'hui, j'y suis, mais j'y ai été poussée aussi parce qu'il y a des gens qui ont décidé à ma place. Puis c'est ça qui est pas normal. C'est ça qu'on doit faire respecter davantage au sein de notre système judiciaire. Je veux dire, le respect des droits des personnes victimes, c'est à la base de la confiance envers le système de justice. Et aujourd'hui, je tiens à saluer le DPCP qui fait respecter un article du Code criminel. Puis je l'ai souvent mentionné, je sais pas à quoi ça sert les articles du Code criminel si on les fait pas respecter. Là, on en a une belle preuve et c'est tout à l'honneur du DPCP. Puis j'espère que la réflexion va également cheminer. Très rapidement, Madame Fournier, avez-vous confiance au système de justice et sa capacité de protéger les victimes?
moi, je veux avoir confiance. Malheureusement, j'ai été témoin de situations où j'ai vécu des choses qui, évidemment, m'ont fait sentir comme étant trahie à certains égards. Mais j'ose espérer que cette expérience-là, vraiment malheureuse, va permettre de tirer des leçons puis d'apporter des mécanismes qui vont corriger les choses à l'avenir. J'ai quand même tenu à saluer aussi les avancées du système de justice que j'ai pu observer tout au long de mon parcours. Le fait d'avoir été si bien accueilli par les policiers qui m'ont également accompagné de façon remarquable tout au long de mon processus. On voit qu'avec justement les formations, ça fait une différence. Il y a également des ressources qui sont disponibles dans les CAVAC. On peut avoir une personne intervenante là, qui nous est attribuée tout au long du processus judiciaire et même après, là, j'ai encore le droit de contacter mon intervenante du CAVAC. Donc ça fait une belle différence aussi. Les procureurs ont toujours été très disponibles également pour répondre à mes questions. Donc, il faut, oui, souligner les avancées du système, mais je pense que pour vraiment contribuer à bâtir la confiance, c'est aussi une responsabilité de souligner certains ratés. Il peut y avoir place à de la critique constructive, c'est ce que je tente de faire. Puis tant mieux si on progresse dans le bon sens. Moi, je préfère voir les choses de façon optimiste. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Au revoir.